S'occuper de la santé des femmes, en tout cas pour moi c'est important. Il faut idéalement accepter de passer du temps avec les patientes. Bon, on est aussi là pour les moments où ça se passe pas bien, quoi. C'est pas que l'accouchement. En termes gynéco, on est là vraiment du début jusqu'à la fin. De manière générale, oui, je pense que les femmes sont peu ou mal informées. Il y a plusieurs fois des patientes qui m'ont demandé, une fois que la poche des os était rompue, comment le bébé faisait pour respirer. Je ne sais pas toujours pourquoi je fais ce métier. Vous pouvez me remplir ça? C'était quand vos dernières règles? En général, je suis assez consciente de mon corps. Vous êtes émue? Un peu, ouais. Les mères n'en parlent pas, les sœurs n'en parlent pas. Oui, c'est pour quel motif, madame? Je suis pas mes règles. Que dit votre gynéco à ce sujet? On a un placenta qui est normalement inséré, joli cœur, très joli. L'écho des gynécos, c'est un rendez-vous mensuel, un podcast pour tous sur la santé des femmes, avec des gynécos bien sûr, des femmes beaucoup, et des historiens, des sexologues, psychologues, sociologues ou même anthropologues. Chaque mois, on tentera de faire en sorte que les femmes soient en bonne santé, rassurées et surtout informées. Les femmes, à l'âge de la ménopause, décrivent souvent la même chose. Il y aurait une forme de condescendance à leur égard. Parfois aussi, un peu de mépris. Alors, souvent, on préfère traverser cette période discrètement et secrètement. Qu'elle soit vécue comme une libération ou un calvaire, qu'elle inquiète ou qu'elle soulage, la ménopause pourtant ne laisse généralement pas indifférent. Ni les hommes, ni les femmes. D'autant que parfois, elle ébranle le quotidien et sape le moral des femmes. Bouffées de chaleur, angoisse, baisse de libido, un ensemble de symptômes peut survenir. Reste que des remèdes existent, en traitement naturel ou hormonal. Ils apaisent et soulagent celles qui souffriraient davantage. La ménopause est-elle toujours taboue? Quels sont ses symptômes et comment y remédier? Comment déconstruire idées fausses et fausses croyances? La ménopause, parlons-en, c'est l'épisode 4 de l'écho des gynécos. Et c'est maintenant. Bienvenue à la maison. Je m'appelle Nadège, j'ai 54 ans et j'habite dans un petit village du nord de la France et je suis assistante maternelle. La préménopause, j'ai pas fait de lien entre ce que je ressentais et la préménopause. Je me sentais très fatiguée. Après, je me disais, bon, je vieillis, donc c'est peut-être ça. Moi, d'abord, la préménopause, je savais pas ce que c'était. Il y avait une ménopause, mais pas de préménopause. Voilà. Et quand la ménopause s'est installée, ça va très vite. Au bout d'un mois et demi, j'ai ressenti les bouffées de chaleur de plus en plus importantes, un mal-être, de l'énervement, de l'irritabilité. Je ne supportais plus rien. J'avais plus de patience. Même par rapport à mon mari, j'avais comme un rejet, quoi. Alors que le pauvre, il a rien fait, quoi. Il a simplement émis une idée ou fait quelque chose. Et on dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Mais au point de dire, je sais pas, au pire, j'aurais peut-être quitté mon mari, quoi. J'en sais rien, quoi. Tellement c'était fort. Les relations humaines m'insupportaient. Les bouffées de chaleur, mais ça arrivait, waouh, ça monte. Alors décrire, par exemple, je suis dans mon canapé, je regarde la télé, et puis tout d'un coup, ça nous monte là, ça arrive là sur le visage et tout. Après, je commence à devenir à rosir, après à rougir. Je me suis dit, mais ça va commencer à se voir, quoi, parce qu'en plus, on essaye quand on est en société ou à l'extérieur, on fait semblant de rien, on va peut-être se mettre dans un coin ou baisser la tête et on respire et on est centré sur soi-même et on attend que ça se passe. J'encaisse le truc, quoi. Parce que pour moi, c'est un combat, quoi. Et je pense que c'est pour toutes les femmes parce que maintenant, les femmes qui ont des bouffées de chaleur, je les reconnais, je le vois. Et c'est fou, quoi. C'est fou. C'est incroyable ce que les hormones... nous font. Enfin, le manque d'hormones, en fait, nous font, quoi. On a honte de ces bouffées de chaleur. Pourquoi c'est si gênant, après tout, en société, puisque toutes les femmes le vivent? Parce qu'une femme qui est ménopausée, c'est une femme qui est aux portes de la vieillesse. Par rapport au regard, par exemple, moi, on me dit souvent, tu fais pas ton âge. Je suis bien contente qu'on me dise ça. Franchement, je trouve ça flatteur.
Bon, je dis, bah oui, mais tu sais, voilà, je suis ménopausée, machin. Ah ouais, enfin voilà, tout de suite, voilà. Voilà. Puis ça crée tellement de problèmes intimes. C'est tellement intime. Dans les problèmes intimes, il y a aussi tout ce qui est sécheresse vaginale et où même les primaires, tout ça, c'est même plus agréable, ça fait même mal. Les préliminaires. Oui. Faut bien se dire aussi que il y a plus de désir, il y a plus d'envie. Enfin moi, au bout de 3 mois, je suis retournée voir ma gynécologue, j'ai voulu en parler, on en a parlé. Maintenant, je suis sous traitement hormonal et tout va très bien. Et puis il faut oser en parler aussi. Je veux dire, voilà, c'est pas parce qu'on est ménopausé que ça s'arrête, que beaucoup de choses s'arrêtent. Surtout que à 50 ans, enfin moi, mes enfants maintenant, ils sont élevés. Je veux dire, au niveau sexualité, on découvre plus de choses, on se laisse plus aller, etc. Puis pouf, il nous arrive ça, on fait plus rien. Bon. Mais c'est clair que la ménopause, c'est invalidant. Je vais pas dire, c'est pas handicapant, mais c'est invalidant. Ah oui. Il faut s'y préparer. Mais c'est comme un accouchement. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on a beau en parler, mais on ne sait pas ce que ça fait. C'est dans notre corps, c'est dans notre chair. Et moi, je vais même plus loin. Quand je vois dans le monde du travail, toutes ces femmes-là qui vont travailler, qui sont fatiguées, qui sont ménopausées et qui doivent toujours être bien... Enfin, moi, je tire mon chapeau, quoi. Et toujours... Est-ce que vous avez déjà remarqué, est-ce que vous avez des personnes dans votre lieu de travail qui ont l'âge de la ménopause et que vous auriez pu remarquer? On remarque pas ça. Enfin, je sais pas. Vous allez dans le métro, vous allez dans le train. Et non, on fait pas attention. Et on n'en parle pas. Faut être tout le temps... non, moi, je suis pas fatiguée. Non, ça va. Oui, tout va bien. Je veux dire, on peut être fiers de nous et de ce qu'on arrive à traverser. Mais finalement, qu'est-ce que la ménopause et pourquoi peut-elle tant faire souffrir ? Pour mieux comprendre, direction le nord de la France, où on est allé rencontrer le docteur Brigitte Letombe, gynécologue médicale, sexologue, spécialiste de la ménopause exerçant au centre hospitalier universitaire de Lille. Si elle a notamment œuvré pour la création des cafés ménopause, des réunions d'information et de discussion sur le thème, elle travaille surtout d'arrache-pied et depuis des années pour soigner les symptômes de la ménopause et briser tous les tabous. La ménopause, ça signifie un arrêt des menstruations depuis au moins 1 an. Donc c'est un diagnostic clinique, ça n'est pas un diagnostic biologique. Il n'y a pas de prise de sang à faire, sauf éventuellement, bien sûr, pour des femmes qui n'ont plus d'utérus ou qui ont une contraception intra-utérine qui fait disparaître les règles. Mais sinon, c'est bien un arrêt de fonctionnement des ovaires, et ce qui signifie qu'il n'y a plus, donc bien sûr, de cycle ovulatoire, plus d'ovulation, mais surtout que l'ovaire ne sécrète plus les hormones qu'il sécrétait préalablement, c'est-à-dire des œstrogènes, de l'œstradiol et de la progestérone. Et la symptomatologie de la ménopause, que craignent beaucoup les femmes et qui s'appelle le climatère, qui correspond essentiellement à ces bouffées de chaleur, ces sueurs la nuit, ces troubles de l'humeur, cette fatigabilité, ces douleurs articulaires, tout cela, ça correspond essentiellement à l'arrêt de sécrétion en œstrogènes. Et existe-t-il des symptômes psychologiques ? Pour ce qui est des phénomènes psychologiques, la dépression. On sait que certaines femmes sont très sensibles aux variations hormonales. Il y a des femmes qui font facilement un postpartum blues, qui font facilement un syndrome prémenstruel. Alors ces femmes-là, il faut vraiment les surveiller en période, surtout de la périménopause. La périménopause, ce sont les années qui précèdent l'arrêt total de sécrétion des ovaires. Et pendant cette période, qui peut durer 2-3 ans, c'est véritablement des montagnes russes. Et pour les femmes, c'est très très mal vécu d'avoir parfois cette impression de fatigabilité, de bouffée de chaleur, de sueur nocturne. Et puis après, une prise de poids parce qu'il y a une tension, une rétention hydrique, des douleurs mammaires. Elles savent plus vraiment où elles en sont. Et c'est une période où là peuvent s'installer parfois des dépressions du début de ménopause.
C'est certainement la période la plus difficile à vivre pour les femmes. Souvent, moi, je leur en parle, je leur dis, vous savez, quand votre ménopause sera installée, ce sera beaucoup plus simple que là, maintenant, pendant ces 2-3 ans. On propose à ce moment-là des traitements pour bloquer le mauvais fonctionnement ovarien. Donc, ça peut être des contraceptions hormonales, donc contraception œstro-progestative, PU classique, pour les femmes qui n'ont aucun facteur de risque cardiovasculaire et qui peuvent se permettre encore une pilule dans cette tranche d'âge. Mais souvent, ça peut être simplement des progestatifs purs qui vont empêcher l'ovaire de travailler. Et plus on s'approchera de cette période de ménopause où on manquera d'œstrogène, plus on pourra à ce moment-là ajouter un petit peu d'œstrogène. Et les œstrogènes en France, on les propose par gel. C'est du gel d'œstradiol que l'on met sur la peau. Et quand la ménopause est vraiment installée, certaines femmes vont avoir une symptomatologie vraiment désagréable qui va altérer leur qualité de vie et qui mériteront, si elles le peuvent, l'accès au traitement hormonal. Et puis d'autres femmes, je dirais au moins 1 sur 2, n'auront pas besoin d'un traitement hormonal. Justement, comment expliquer l'inégalité des femmes face à la ménopause? Ça, c'est difficile à expliquer. Alors, est-ce qu'il y a une part génétique dans tout ça? On ne sait pas trop, donc c'est compliqué, je ne peux pas vous dire ça. Après, il faut bien savoir que l'hygiène de vie est fort importante dans la survenue de cette symptomatologie. Si vous avez une femme qui n'est pas en surpoids, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui a une activité physique, elle aura beaucoup moins de symptomatologie. Donc ça dépend aussi d'autres facteurs de risque associés. Alors la ménopause est une période parfois difficile à traverser, et pourtant on en parle peu, ou très peu. Pourquoi? Parce que c'est toujours tabou. C'est quand même incroyable au XXIe siècle qu'on en soit encore là. Quand on sait qu'on a 11 millions de femmes ménopausées chez nous, qu'on sait qu'on va vivre au moins 35 ans encore de période ménopausique, beaucoup de femmes, et pas seulement les femmes, la société et les hommes, considèrent qu'être ménopausée, ça sonne le glas de la féminité. Non, ça sonne évidemment le glas de la fertilité, c'est vrai, mais c'est certainement pas la fin de la vie d'une femme, et en tout cas pas la fin de la sexualité de cette femme. Parce qu'il y a aussi cette nécessité de pouvoir continuer à avoir une sexualité dans de bonnes conditions. Dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans le climateur, j'ai pas développé ce qui peut se passer sur le plan gynécologique. On parle de syndrome génito-urinaire de la ménopause. C'est quoi? C'est l'hypoœstrogénie dont on a parlé, qui va toucher la vulve, le vagin et le système urinaire. Ça va favoriser éventuellement des problèmes urinaires, plus facilement de l'incontinence urinaire, des petites cystites, des vraies infections urinaires, des difficultés à la continence, ce qui est quand même très gênant et peut altérer la qualité de vie des femmes. Et puis ça va altérer la sexualité, parce que même si on a du désir, on peut avoir au niveau vulvaire et vaginal une sécheresse, une impossibilité d'avoir des rapports dans de bonnes conditions. Je vois beaucoup de femmes qui me disent, vous savez, en consultation, j'ai déjà eu une consultation gynécologique ou avec un médecin traitant, jamais il m'a parlé de ma sexualité. Alors que s'il y a bien un moment où il faut parler de la sexualité, c'est là. Je parle de sexualité de plaisir. Il faut surtout pas que ce soit douloureux. Et puis ça peut être aussi la folie, parce que c'est une période quand on a 50 ans où beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup. Au niveau des couples, par exemple. On peut décider à 50 ans de se séparer de son partenaire. Ou on peut être quitté et pouvoir avoir une nouvelle vie. Ah non, c'est loin d'être terminé. C'est le moment où enfin elles peuvent s'accomplir. Se poser la question, et de quoi tu as envie là maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'épanouir? Vous le disiez, la ménopause fait peur aux femmes comme aux hommes. Est-on suffisamment informé sur la ménopause? Est-ce que c'est pas tout simplement un problème d'information? Le problème de l'information aujourd'hui, c'est qu'elle est très négative. Parce que on fait peur aux femmes, non seulement de ce qu'elles vont vivre, mais surtout, on ne leur donne plus la possibilité d'envisager un traitement efficace. Puisque depuis cette étude américaine qui a fait beaucoup de mal, la WHI en 2002, on a jeté au panier le traitement hormonal, en disant le traitement hormonal c'est dangereux. Alors que c'est faux, on peut revenir si vous voulez. Ce traitement, elles ont l'impression que c'est plus possible. Elles ne pourront plus y avoir accès. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a moins de femmes en période de ménopause qui consultent. Et ça, c'est un vrai problème.
Parce qu'il faut continuer à faire un dépistage au niveau du risque de cancer du col, de l'utérus, des ovaires, et il faut continuer à faire un examen mammaire, en plus de la mammographie qu'il faut pratiquer dans le cadre du dépistage organisé. Les femmes doivent consulter, en gros, une fois par an, qu'elles soient ménopausées ou non ménopausées. Alors c'est vrai que quand elles arrivent à 70 ans, que tout va bien, qu'elles n'ont pas de soucis, elles me disent, bon là, oui, si vous venez tous les 2 ans, ça va, mais surtout, s'il vous arrive un petit saignement, un problème quelconque, que vous palpez quoi que ce soit au niveau mammaire, il faut venir. Ce qui est important, c'est de vivre bien longtemps. Comment et quand s'estompent les symptômes de la ménopause ? Alors ça, c'est très variable. J'ai beaucoup entendu des femmes qui me disaient quand j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit, écoutez, ça c'est rien du tout, ça va passer, c'est bouffée de chaleur, d'ici 1 an ou 2, c'est terminé. Eh bien non. On a une étude vraiment importante qui nous a montré que les bouffées de chaleur, en moyenne, duraient 7 ans. Et elles durent plus longtemps si vous en avez eu beaucoup très vite en tout début, en périménopause. Et vous avez des femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur pendant 15 ans, 20 ans parfois. C'est quand même pas possible. Si on a des solutions, il faut trouver des solutions pour ces femmes-là. Certains médecins se méfient des traitements hormonaux et refusent de les administrer. Pourquoi ? Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a une hormonophobie. Alors, je pense qu'elle est internationale, mais elle est très marquée chez nous. Très, très marquée. On a de plus en plus de femmes qui ne veulent plus entendre parler d'hormones, que ce soit en contraception, que ce soit au niveau du traitement hormonal. Et le traitement hormonal, ça veut rien dire, parce que le traitement hormonal de ménopause, il y en a énormément. Je veux dire, ce que l'on utilise en France, c'est un traitement qui associe le stradiol, donc la même molécule que ce qui est sécrété par l'ovaire pendant les cycles, et la progestérone micronisée, ce qui est sécrété après l'ovulation dans un cycle. Qu'est-ce qu'on reproche au traitement hormonal de ménopause ? On reproche le risque cardiovasculaire, puisque la grosse étude américaine de 2002 avait mis en évidence que, en donnant des traitements hormonaux qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres, on avait augmenté les accidents artériels, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde et les embolies pulmonaires et les phlébites. Donc on s'est dit, oh là là, il faut tout arrêter. Mais cette étude, c'était un traitement particulier, c'est pas le nôtre. C'était un traitement dosé fortement, qui avait été administré chez des femmes qui avaient été ménopausées en général depuis 10 ans. En France, qu'est-ce qu'on fait ? On traite des femmes en début de ménopause. Et on les traite avec une dose minimale efficace et avec des molécules différentes. En plus, en général, on ne les donne pas par voie orale, on le donne par voie transdermique, par gel ou par patch. Quand on utilise ces traitements-là à dose minimale efficace et par cette voie d'administration-là, on n'augmente pas les risques cardiovasculaires. Reste le cancer du sein. Et le risque de cancer du sein, on vient d'en reparler très récemment avec la publication de nouveau d'une grosse méta-analyse. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit de nouveau la même chose que ce que l'on sait depuis la WHI 2002, mais ce qu'on en savait déjà en 97. Il y avait déjà une méta-analyse en 97 qui nous disait que ces traitements œstroprogestatifs de synthèse augmentaient légèrement le risque de cancer du sein chez les femmes. Légèrement. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hygiène de vie. Je vous ai dit que certaines femmes allaient bien grâce à leur hygiène de vie. Pour le cancer du sein, il faut savoir que le risque de cancer du sein dépend de notre hygiène de vie, comme le risque cardiovasculaire. Le risque du traitement hormonal avec des œstroprogestatifs de synthèse, pas ceux que nous utilisons, c'est à peu près la même chose. Si une femme ne souffre pas, je n'en parle même pas du traitement hormonal. Si elle souffre et qu'elle me dit « je ne veux pas entendre parler d'hormones », je dis « écoutez, il y a des traitements alternatifs. Il y a de la phytothérapie, il y a de l'acupuncture, il y a de la relaxation, il y a du yoga. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Certaines femmes répondront très bien à des thérapeutiques alternatives et d'autres n'y répondront pas. En sciences sociales, sur la ménopause, il y a peu de recherches. On ne sait pas grand-chose, ou presque. Reste qu'au début des années 2000, un homme, le docteur Daniel Delanoë, psychiatre et anthropologue, a décidé de se pencher sur la question en interrogeant notamment les représentations sociales de la ménopause. Sa thèse, « Sexe, croyance et ménopause », a été publiée chez Hachette en 2007. On est à Paris,
19e arrondissement, aux dernières heures de l'été indien, et le chercheur, aujourd'hui associé à l'INSERM, nous ouvre ses portes. Quelle est l'histoire de la ménopause ? Alors, c'est une longue histoire. C'est l'histoire des femmes après l'arrêt de leur fonction reproductive. On retrouve dès l'Antiquité tout un discours qui fait très peur aux hommes, finalement. Ce qui fait peur aux hommes, c'est le sang menstruel. Pline l'Ancien décrit que le sang menstruel peut donner la rage aux chiens, faire ternir les miroirs. C'est absolument terrifiant. Les virus acres et morbifiques, comme on disait à l'époque, éliminés par le sang menstruel. Mais justement, quand ce poison tellement puissant reste dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le premier auteur qui en parle, c'est Albert le Grand, dominicain très érudit, qui a écrit « Le secret des femmes », né au XIIIe siècle, dans lequel il dit à peu près que quand ce flux ne s'écoule plus à l'extérieur, il reste dans le corps et ces humeurs méchantes passent à travers l'œil, vont dans l'air, et quand cette femme regarde un enfant, ces humeurs méchantes atteignent l'enfant et le font mourir l'enfant. Donc le mauvais œil, c'est ça. Et petit à petit, à partir du XVIIIe siècle, la femme devient dangereuse pour elle-même. C'est-à-dire que ces virus acres et morbifiques provoquent chez la femme des maladies longues et dangereuses, nous dit Diderot par exemple. Et au XIXe siècle, on a tout un tableau pathologique très très vaste, où à peu près tout le catalogue de la pathologie est attribué à la ménopause. Donc les vapeurs hystériques, on ne parlait pas des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, c'est le sang qui monte à la tête. On retrouve ça dans beaucoup de cultures. En Tunisie, j'ai le sang qui bouillonne. Voilà, c'est ce... Et dans le pays de Galles, on pensait que c'était important d'avoir des bonnes règles pour avoir une bonne santé, abondante. Et donc, c'est des maladies qui atteignent donc le système nerveux, l'estomac, des paralysies, enfin tout y passe, quoi. Et on appliquait des sangsues sur la vulve, par exemple, ou des saignées pour enlever ce sang qui était en trop. Vous le dites dans votre ouvrage que la ménopause est un phénomène biologique universel, mais que sa représentation sociale, elle, ne l'est pas du tout. Et j'avais lu par exemple qu'au Japon, le terme de ménopause n'existe pas. Oui, d'ailleurs le terme ménopause a été créé par un médecin français, Charles Prosper Narcisse de Gardanne, en 1821, à partir du mot grec ménos, qui veut dire les règles, les mois, et pausis, qui veut dire l'arrêt. Mais avant, on parlait de la cessation des menstrues, de l'âge critique aussi. Et qu'est-ce que c'est que l'âge critique ? C'est quelque chose qui vient des divisions pythagoriciennes des âges de la vie par tranche de 7 ou de 9. Et donc, il y a deux grands âges critiques, c'est 7 x 7, 49, et 9 x 7, 63. Et 7 x 7, 49, c'est l'âge critique spécifique des femmes. Et où là, justement, elles sont exposées à de graves dangers. Et comme on voit bien, si vous voulez, on attribue beaucoup de choses à la ménopause. Mais par exemple, au Japon, c'est très intéressant, la ménopause est conçue comme un processus très graduel, entre 45 et 55 ans, c'est l'âge où les cheveux commencent à grisonner, on n'a pas du tout les mêmes symptômes, un peu d'ankylose de l'épaule. Alors, dans les sociétés, ce qui nous amène à voir ce qui se passe dans les autres sociétés, puisque j'ai fait une revue approfondie de la littérature anthropologique, qui, je dois le dire, était très réduite sur la ménopause. Quand j'ai commencé ma recherche, il y avait 5-6 études anthropologiques sur la ménopause. Il y avait un petit groupe de femmes qui faisaient ça, mais il y avait très peu de choses. Toujours des femmes. Toujours des femmes. J'étais le premier homme et le dernier, je crois. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Bien. Et donc, j'ai dû faire un pas de côté. Voir comment ça se passait du côté des matrones, des accoucheuses, des guérisseuses, des devineresses, des sorcières, des belles-mères, des grand-mères. Et notamment, je suis tombé très vite sur la sorcière. Et ces femmes ménopausées, un peu en marge du village, comme ça, qui n'avaient plus leurs enfants près d'elles, qui étaient veuves, étaient des victimes de prédilection. Et elles étaient persécutées. Et une grande partie des 20 000 femmes brûlées dans l'Inquisition étaient des femmes ménopausées. Bourdieu l'a très bien décrite chez les Kabyles. Il disait que la vieille femme est la limite de la féminité, et la sorcière elle-même, la vieille sorcière est la limite de la vieille femme. Et il disait que la vieille femme, c'est quelqu'un qui revient à l'état sauvage, qui sort de l'état cultivé, domestiqué, labouré par l'homme, productif, et qui retourne comme ça à un état un peu sauvage, indécent, incontrôlable. Donc il y a une figure rebelle qui a été reprise par quelques féministes américaines qui, elles, ont beaucoup travaillé là-dessus.
il y a un vrai stigmate qui a perdu beaucoup de sa virulence, avec justement la diminution de la violence de la domination masculine par l'accès des femmes au travail, à l'indépendance. Et puis les femmes aussi, elles peuvent choisir un nouveau couple, divorcer, vivre seules. Mais il y a quelques sociétés traditionnelles où ça se passe différemment, et c'est des sociétés où la domination masculine est très faible. Et l'exemple que j'ai trouvé le plus magnifique, c'est celui des Indiens Moaves, décrit par Georges Devreux, qui donc était un anthropologue d'abord et ensuite aussi un psychanalyste, qui dans les années 30 a fait son anthropologie en Californie auprès des Indiens Moaves qui vivent le long du fleuve Colorado, où là il a décrit l'univers féminin notamment. C'est un univers effectivement où il n'y a quasiment pas de domination masculine, et à la ménopause, la femme acquiert justement une liberté de parole, elle participe aux jeux politiques, elle peut flirter avec un homme plus jeune plus jeune qu'elle, elle peut divorcer. Donc on voit que selon les sociétés, selon les rapports hommes-femmes, une femme peut arriver à un grand épanouissement ou alors perdre toute valeur sociale et se suicider. Chez les Jisous en Afrique de l'Est, une femme qui n'a pas eu d'enfant, donc c'est sa mission sociale essentielle, si elle arrive à la ménopause qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle se suicide. Donc c'est montrer à quel point elle est réduite à l'assignation à la fonction reproductive. Vous dites les choses ont changé, mais comment expliquer la persistance de ces représentations archaïques au fil des siècles ? Je crois que c'est vraiment la persistance de la domination masculine. Simplement ça. Ah oui, essentiellement. Et toute la culture qui va avec. Et même si les rapports sociaux se modifient, les stéréotypes ont la vie dure, les croyances ont la vie dure, et c'est un combat. Même si les femmes ont accès au travail, il y a le plafond de verre, et si vous voulez, les obstacles culturels persistent. Il y a une inertie qui continue, même si la base sociale a changé, mais elle n'a pas changé entièrement non plus. C'est une modalité très insidieuse et très violente aussi de l'infériorisation des femmes par leur corps. C'est-à-dire leur corps est inférieur, leur corps est impur, donc elles sont inférieures. C'est vraiment ça. Et alors la sexualité des femmes ménopausées, on a le sentiment que là, pour le coup, encore une fois, on en parle assez rarement, alors que de nombreuses femmes m'ont dit que c'était une préoccupation centrale. Oui. Alors là, on rejoint, si vous voulez, le péché, c'est-à-dire la transgression. On est dans une société avec une culture chrétienne. Vous savez très bien que, notamment depuis Saint-Augustin, la sexualité ne doit pas comporter de plaisir et doit être uniquement dans un but de reproduction. Et donc là, on se heurte à cet interdit religieux qui est une rationalisation, si vous voulez, la plus élaborée de l'interdit général du fait que la femme puisse être sujet de sa sexualité. Il n'y a pas de place pour le désir féminin dans la plupart des cultures. Après, je pense que c'est-à-dire, il y a eu le mouvement social, la deuxième vague féministe, Mon corps m'appartient, à partir des années de 1970, le MLF, le MLAC. Donc il y avait cette lutte pour l'avortement et pour la contraception, mais qui s'est arrêtée à la ménopause. Et donc ça n'a pas déconstruit ce qui s'est passé après. C'est l'hypothèse que je vous propose. Petite anecdote relative au tabou, j'avais lu qu'une éditrice avait refusé le manuscrit de votre ouvrage au motif qu'elle ne souhaitait pas que le mot ménopause apparaisse dans son catalogue. Absolument, oui, tout à fait. C'était alors et pourtant on était au début des années 2000, donc ça aurait été un stigmate insupportable, effectivement, que le mot ménopause apparaisse dans cette collection un peu chic, voilà. Et c'était une femme directrice d'édition. Et... Bon. L'écho des gynécos, un podcast du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, par Olivia Muller, sur une idée de Chloé Marinopoulos, réalisée par Christophe Amarstrand. On se retrouve le mois prochain pour parler de l'IVG.